nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Salut, tu écoutes L'espoir, c'est pas obligatoire, le podcast qui s'adresse à celles et ceux qui fatiguent un peu dans leur lutte ou qui craignent que leur flamme ne s'éteigne ou ne les brûle. À travers des objets culturels choisis, on va réfléchir ici à une alternative moins illusoire pour une lumière qui dure. Je suis Captain Sofro, bienvenue dans mon vaisseau. Ok, dans le dernier épisode, je t'avais expliqué un peu en quoi l'espoir ne devait pas prévaloir sur l'enracinement dans l'action et dans le présent, ou comment il serait peut-être judicieux de se défaire de ce réflexe très humain qui consiste à tout miser sur l'hypothèse d'une issue heureuse au lieu de se concentrer sur ce qui nous semble juste, que cela serve ou non. Pour cela, je t'avais parlé de notre rapport à la mort et du déni plus ou moins collectif qui l'accompagne. On y retourne aujourd'hui en prenant le contre-pied, mais toujours avec le même objectif, se débarrasser du principe de récompense pour se recentrer sur l'essentiel. Je vais m'appuyer principalement sur le monologue du prologue et celui du chœur dans l'Antigone d'Anouilh, parce que tout y est déjà très bien dit d'une part, et d'autre part ça me permettra de t'introduire un peu l'œuvre, parce que je vais y revenir au moins une fois par la suite. Alors, la pièce débute par le monologue d'un dude nommé Prologue, qui vient nous présenter l'argument. Son nom brise déjà le 4e mur, puisqu'il annonce son rôle littéraire d'intro à l'histoire. Et la double énonciation poussée au max se poursuit dans son discours. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Et par la suite, il ajoute qu'Antigone pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Tu as bien entendu, les personnages sont présentés comme les acteurs de leur propre rôle, comme si nos vies, comme la leur, étaient déjà entièrement écrites. C'est l'introduction du principe même de tragédie. La mort du héros ou de l'héroïne est inscrite sur son front, c'est annoncé et inexorable. Et tout est sérieux, sérieux, sérieux. Alors que dans le drame, il y a mélange des genres. On rit, on vit des aventures, on pleure, on meurt, mais tout est plus organique, à l'image de la vraie vie. Il n'y a pas de destin. Dans la réécriture de la pièce antique par Anouilh, on déroule du funeste, mais on aura quand même de l'humour, parce que l'auteur écrit une observation de la pièce, une sorte de méta-livre, une œuvre à propos de l'œuvre. Voilà pourquoi le chœur intervient dans le nœud de l'action avec une analyse du genre littéraire. C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuves, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir. Qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non, pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit, et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat, parce qu'on espère en sortir, c'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois. Il n'y a plus rien à tenter, enfin. C'est un peu classe, hein ? Bon,
On nous dit plein de choses là-dedans. On serait tenté d'y voir, si on lit vite et en surface, une vision stoïcienne de l'acceptation sereine du destin, débarrassée de la peur et du désir. Ce qui laisse donc toute la place à l'essentiel, à nourrir son éthique personnelle pour œuvrer de manière juste. Franchement, les antiques, ils avaient déjà tout dit. C'est une vision dépassionnée que l'on retrouve aussi dans les enseignements bouddhistes. C'est le principe de la tasse de thé. Si tu observes ta tasse et que tu imagines qu'elle est déjà brisée au sol, si tu considères que tu ne la possèdes déjà plus, alors tu peux profiter de ce qu'elle t'apporte dans le présent, sans peur ni attachement inutile. Je transcris l'idée très très grossièrement, c'est pour illustrer vite fait mon propos. Alors, c'est vrai, mais pas totalement. Dans ce passage, on nous parle bien de gueuler à pleine voix. C'est pas tellement modération et détachement ça comme attitude. Ici, Anouilh évoque plutôt le soulagement paradoxal de savoir que quoi qu'il arrive, à telle heure, ce sera game over. Alors le temps qui reste est libre, comme il ne l'a jamais été. Il n'y a plus à s'occuper de faire des projets, d'assurer son avenir, de se battre pour sa survie. Alors, trigger warning, je vais causer 2 secondes de maladie incurable, donc si ça fait écho à des trucs douloureux pour toi, préserve-toi et avance de 45 secondes, j'aurai fini. Ok. J'ai souvent entendu dire, mais je ne sais pas si c'est statistiquement juste, que des malades et des médecins, dans des cas de cancer, mettons, relataient une forme d'acceptation calme de la sentence incurable. Il reste tant de temps à vivre. Comme si l'esprit était soudain débarrassé de la question de la lutte et se tournait immédiatement sur qu'est-ce qu'il est essentiel que je fasse avec ce temps. L'annonce de traitements lourds avec un espoir mince est souvent racontée comme plus difficile parce qu'incertaine, exactement comme le drame. D'ailleurs, lorsqu'il y a cas de révision inattendue du pronostic vital, la personne s'effondre souvent parce qu'elle a gueulé tout très fort. Et là, faudrait continuer à vivre de nouveau. Bon, allez, j'ai fini sur le sujet. Donc, l'idée, c'est de constater que ce soulagement funeste nous pousse à nous recentrer sur qui doit être défendu, sur ce qui résonne soudain en nous comme la voix juste. On parlera de 2 visions opposées du devoir qui s'affronteront ici dans le prochain épisode. Mais pour conclure celui-ci, j'aimerais boucler avec le précédent et te mettre en garde sur la vanité d'un ego insolent qui penserait tout renverser par ses actions quand on n'est qu'une goutte d'eau, ou qui se draperait dans ses principes sans considération pour l'autre, qui ne nourrirait que sa liberté individuelle. Celui-ci ou celle-là, comme Don Juan, ne ferait que marcher le dos bien droit vers la mort sans rien faire des quelques pas de vie qui restent. J'espère que cet épisode t'a plu. Allez, ne désespère pas. Juste, ne mets peut-être pas toute ta foi dans le même panier. L'espoir, c'est super, c'est même sûrement nécessaire. Mais c'est pas obligatoire.